Comment constituer le tableau de décomposition de la variance dans le cas des plans mixtes. Nous avons vu lorsque nous avons validé les diverses hypothèses liées à chacun des contrastes que la variabilité totale, c'est-à-dire ce qui fait la différence en termes de temps de réaction entre toutes les observations, pouvait être décomposée en deux sources. Tout ce qui est variabilité inter, c'est-à-dire la différence qui s'explique par le fait qu'un sujet soit hyperactif ou pas. Et tout ce qui est variabilité intra, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'effet du facteur médicament. Tout ce qui est lié à l'effet du facteur médicament peut encore être décomposé en deux sources. Tout ce qui fait la différence entre le placebo d'une part et les médicaments d'autre part, ce qui se rapporterait à C2 et à C4, et la différence entre médicament 1 et médicament 2, ce qui se rapporte à C3 et C5, et donc au final je me retrouve avec trois sources de variabilité possibles. Pour constituer le tableau de décomposition de la variance totale, je vais créer un tableau pour chacune de ces sources séparément et ensuite je rassemblerai ces trois tableaux en un seul pour pouvoir étudier la variabilité totale. Chaque source se rapporte à une des régressions que vous avez dû faire lorsque vous avez tenté de valider les hypothèses à travers la création des scores W et des scores C. La première régression impliquait de tester la variabilité des scores WOI en fonction de C1 et à travers cette régression-là, nous étudions bien la variabilité du facteur inter, ce qui est la première source. À travers la deuxième régression, on étudiait les variations du score W2I en fonction de C1 et cela nous amenait à étudier tout ce qui faisait la différence entre le placebo d'une part et les médicaments d'autre part, ce qui constitue la deuxième source de variabilité. Pour terminer, la troisième régression effectuée impliquait de tester les variabilités des scores W3I en fonction de C1, ce qui nous amenait à étudier la différence entre les deux médicaments, ce qui correspond à la troisième source de variabilité. Commençons par la variabilité due au facteur inter, soit la variabilité qui s'explique par le facteur hyperactivité. Le facteur hyperactivité était étudié à travers le premier contraste. Comme vous le savez depuis BA2, la variabilité totale entre plusieurs groupes indépendants peut être expliquée par deux sources. D'abord, il y a la part de la variabilité qui est expliquée par le facteur qu'on étudie, et ensuite il y a la variabilité résiduelle. Toute cette information liée tant au contraste que l'on étudie qu'à la variabilité résiduelle se trouve dans un tableau qui s'appelle ANOVA. Vous savez qu'à chaque fois que vous devez trouver des scores SC, degré de liberté, carré moyen, F, P valeur, c'est dans une sortie ANOVA que vous allez vous rendre. Je reviens dans mon output et je vais me reporter à la sortie ANOVA de la première régression que nous avions effectuée, celle qui impliquait d'étudier W0I en fonction de C1. Constatez que nous avons la première ligne qui étudie la part de la variabilité expliquée par le facteur C1. Nous avons juste en dessous la ligne qui se rapporte à la variabilité résiduelle. Et enfin, la troisième ligne correspond au total inter, c'est-à-dire l'addition entre la part de la variabilité expliquée par le facteur et la variabilité résiduelle. Si je reviens à ma sortie, constatez que j'ai copié-collé ici, dans mon tableau de décomposition de la variance, toutes les sources de variance qui apparaissent dans cette sortie ANOVA. Ça veut dire qu'il ne me manque plus qu'une seule information, c'est celle de la PRE, et pour rappel, on vous demande de calculer dans ce tableau de décomposition de la variance ce qu'on appelle la PRE partielle. Une PRE partielle est une PRE qui ne prend en compte que la part de la variabilité expliquée par le contraste que l'on étudie et la variabilité de l'erreur associée à ce contraste. Pour cette raison, je vais avoir au numérateur la somme des carrés des écarts de C1, à savoir 38,553, et au dénominateur, non seulement la part de la variabilité expliquée par C1, mais aussi la variabilité résiduelle, soit 360,667, qui est égale à 38,553 plus 322,133. Je ne l'ai pas encore rappelé explicitement, mais la valeur du bêta associée à C1 doit être exprimée dans ce tableau dans la métrique Y. C'est pourquoi j'ai divisé la valeur du coefficient obtenu dans mes sorties SPSS par la racine de 3. Passons à présent à la deuxième source de variabilité, qui est la part de la variabilité expliquée par la différence entre le placebo d'une part et les deux médicaments d'autre part. Outre les valeurs des coefficients que j'ai déjà reportés, nous allons devoir calculer les valeurs des sommes des carrés des écarts, des degrés de liberté, des carrés moyens, de la F et de la P valeur associées tant à C2 qu'à C4.
Nous avons, à travers la deuxième régression que nous avions réalisée, celle qui consistait à étudier les variations de W de I en fonction de C1, pas mal d'informations qui vont nous aider à compléter ce tableau. Nous ne connaissons pas la valeur de la F associée à C2 et C4, par contre, nous connaissons la valeur de la statistique T associée à C2 et C4. Je me rends dans les sorties qui se rapportent à la deuxième régression que nous avons réalisée, et plus spécifiquement dans la sortie Coefficients. Je vous rappelle que cette première ligne correspond à C2 et que la deuxième ligne correspond à C4. J'en déduis donc que les valeurs des T correspondant à C2 et C4 sont respectivement 2,833 et moins 2,833. Puisque la relation entre la statistique F et la statistique T est que T au carré égale F, j'en déduis qu'en élevant ces valeurs de T au carré, j'obtiens 8,025, soit la valeur de la F associée à C2, et pareil pour C4. J'ai également associé les p-valeurs qui étaient fournies par la sortie Coefficients que l'on vient de regarder. Vous constaterez que j'ai divisé la p-valeur par 2 par rapport à ce qui est fourni dans l'output. C'est normal puisque nous avions défini des hypothèses de type unilatéral pour C2 et pour C4 et que nous avons déjà vu que les résultats allaient dans le bon sens. Concernant les degrés de liberté associés à C2 et C4, eh bien c'est très facile, ce sera toujours 1. En effet, un contraste sera toujours associé à 1 degré de liberté. C'est le principe de la décomposition. Par contre, les valeurs de somme des carrés des écarts et des carrés moyens associés à C2 et à C4, elles ne sont pas fournies par SPSS, mais vous pourrez les retrouver si vous connaissez bien les différentes équations qui vous permettent de calculer une statistique F ainsi qu'un carré moyen. Je vais réexpliquer ça dans quelques instants. Par contre, ce qui est fourni par le programme, c'est ce qui correspond à la variabilité de l'erreur. En effet, si je retourne dans mes sorties SPSS et que je regarde la sortie ANOVA de cette deuxième régression, je trouve que la variabilité de l'erreur apparaît à la deuxième ligne. Je vais directement reporter cette information dans mon tableau de décomposition de la variance. Et voici. Je dispose à présent de tous les éléments qui sont nécessaires pour terminer de compléter cette partie du tableau de décomposition de la variance, à condition d'avoir bien en tête les formules qui permettent de calculer tant la statistique F que celles qui permettent de calculer le carré moyen. Je vais commencer par essayer de déterminer le carré moyen associé à ces deux. Pour ce faire, je dois me souvenir que la statistique F associée au contraste 2 peut être obtenue en divisant le carré moyen de ces deux par le carré moyen de l'erreur. En transformant cette équation, j'arrive à comprendre que le carré moyen de C2 est égal au carré moyen de l'erreur multiplié par la statistique F associée à C2. Autrement dit, le carré moyen de C2 sera égal à 8,025 multiplié par 7,983. Je peux appliquer exactement le même principe pour calculer le carré moyen appliqué à C4. Une fois que j'ai trouvé les carrés moyens de C2 et de C4, je vais pouvoir calculer assez aisément les sommes des carrés des écarts de C2 et de C4, en me souvenant qu'un carré moyen est toujours égal à une somme des carrés des écarts divisée par des degrés de liberté. Le carré moyen de C2 sera égal à la somme des carrés des écarts de C2 divisé par les degrés de liberté associés à C2. Et par transformation d'équation, je comprends que la somme des carrés des écarts de C2 est égale au carré moyen de C2 multiplié par les degrés de liberté de C2. Pour rappel, les degrés de liberté associés à un contraste sont toujours égaux à 1. Dès lors, j'en déduis que la somme des carrés des écarts est égale au carré moyen multiplié par 1, et donc que la somme des carrés des écarts seront toujours égales au carré moyen. Attention, il manque une virgule ici, somme des carrés des écarts devait être égale à 64,067 et pas 64 067. Une fois que j'ai toutes ces informations qui se rapportent à C2, à C4 et à l'erreur, je n'ai plus qu'à additionner les termes de la somme des carrés des écarts pour trouver la somme des carrés des écarts totale. Pareil pour les degrés de liberté. Par contre, pour trouver le carré moyen total, je dois faire somme des carrés des écarts total divisé par degré de liberté total, soit 192 divisé par 10 égale 19,2. Pour compléter la partie du tableau de décomposition de la variance qui se rapporte à la différence entre le médicament 1 et le médicament 2, je peux raisonner exactement comme je l'ai fait pour étudier la part de la variabilité expliquée par la différence entre le placebo et les différents médicaments. Dans un premier temps, je vais commencer par aller extraire la valeur de la statistique T associée à C3 et à C5 de la sortie Coefficients qui se trouvait dans le tableau
que nous avons obtenu en réalisant notre troisième régression. Je trouve que pour C3, j'ai une valeur de t valant 0.485. Pour C5, j'ai une valeur de t valant 0. J'élève ces valeurs au carré et cela me fournit les valeurs de f associées respectivement à C3 et à C5 que je trouve ici. L'erreur associée à la différence entre le médicament 1 et le médicament 2 a été trouvée dans la sortie ANOVA de la troisième régression que nous avons effectuée. Je trouve ici la ligne résiduale que je reporte telle qu'elle dans ma sortie, au niveau de la ligne de l'erreur. Ensuite, je peux trouver les carrés moyens et les sommes des carrés des écarts de C3 et de C5 en appliquant les deux formules que j'ai rappelées lorsque j'ai détaillé la partie du tableau qui oppose le placebo aux deux médicaments. Et pour finir, la somme des carrés des écarts totale consiste à additionner la somme des carrés des écarts de C3, de C5 et de l'erreur. Je peux raisonner exactement de la même façon pour les degrés de liberté. Et enfin, pour trouver le carré moyen total, je divise la somme des carrés des écarts total par le degré de liberté total, à savoir 28 sur 10 égale 2,8. Dans le slide suivant, j'ai copié-collé nos trois tableaux que nous avons constitués séparément. La première partie, les trois premières lignes, c'était tout ce qui se rapportait à la variabilité inter, soit la première partie du tableau que nous avons constitué et qui s'appuyait sur la première régression. La partie allant de la ligne MED C2 jusque total C2 est toute la partie du tableau que nous avons pu compléter grâce à la deuxième régression. Et enfin, toute la partie allant de C3 à total C3 est toute la partie du tableau que nous avons pu compléter grâce à la troisième régression. À présent, pour trouver le total intra, je n'ai plus qu'à additionner toutes les parts de la variabilité qui se rapportaient à une composante intra, c'est-à-dire tout ce qui se rapportait à C2 et à C3. Voilà ce qui est fait ici. Vous voyez que le total intra est égal à 28 plus 192. Je peux raisonner de la même façon pour les degrés de liberté. J'ai 20 degrés de liberté qui se rapportent à la variabilité due au facteur intra, à savoir 10 qui se rapportent au total C3, qui étudie la différence entre le médicament 1 et le médicament 2, et 10 qui se rapportent à la variabilité du total C2, soit la différence entre le placebo d'une part et les deux médicaments d'autre part. Enfin, la ligne totale est égale au total de la variabilité inter plus le total de la variabilité intra. Au niveau de la somme des carrés des écarts, cela me donne 360,667 plus 220, ce qui donne bien 580,667. Pareil pour les degrés de liberté, j'ai 9 degrés de liberté qui se rapportent à la variabilité inter et j'en ai 20 qui se rapportent à la variabilité intra, ce qui me donne en tout 29 degrés de liberté.